Analyse de compétition sur moneytimes.fr. Évidemment, on se retrouve pour ce premier major de la saison 2021, l'Open d'Australie. Vous, pour les nouveaux, vous le savez toujours pas, mais je présente chaque année l'analyse de compétition pour notamment tous les grands chelems. C'est un événement qui intervient fréquemment, voilà, tous les grands chelems. Donc je fais une analyse de compétition avec une analyse généralement de la météo, du contexte. J'argumente sur donc l'analyse globale des tableaux. Et ensuite, je détermine, je donne des pistes sur vainqueur final ou non sur ce tournoi qui, évidemment, vous le connaissez, hein, le contexte Covidé cette année. C'était déjà le cas l'année dernière, voilà, ça fait un an, la boucle est bouclée, on va voir si ça continue, si ça continue pas. Bref, passons tout de suite au vif du sujet avec donc, voilà, j'ai noté des événements un peu principaux pour mettre en contexte et mettre en évidence, on va dire, les informations globales et capitales qu'il faut savoir. Donc déjà, la météo qui sera ensoleillée pour la majeure partie de la quinzaine. On sera sur entre 22 et 30 degrés selon les jours à surveiller. Je sais qu'il y a un pic, par exemple, il me semble c'est jeudi de la première semaine, il y a un pic. Et c'est pareil pour lundi et mardi de la deuxième semaine. Sauf que lundi et mardi de la deuxième semaine, c'est accompagné d'orage. Donc voilà, ça va sûrement créer des fois des petits orages par séquence. Donc à surveiller, il y aura du vent entre allez, 20, 25, 30 km/h parfois. Globalement, on va dire que ça, c'est la tendance à Melbourne. C'est pas trop méchant, mais à surveiller pour les lancers de balles. Donc pour les serveurs qui ont des lancers de balles assez hauts, assez puissants, il faudra surveiller parce que, évidemment, il faudra favoriser peut-être ceux qui auront des lancers de balles un peu plus courts. Style bah, par exemple Gasquet ou Herbert, par exemple. Silic qui lui fait monter assez haut la balle pourrait être un petit peu embêté sur certains lancers de balles, notamment sur des balles un peu chaudes. Évidemment, bon bah, voilà, le contexte Covid présent de toutes parts, avant, pendant, après l'événement. Pourquoi? Parce que voilà, il y a eu des avions qui sont arrivés, certains, il y avait des cas de Covid dedans, du coup, ils ont dû tout le monde mettre en quarantaine. En gros, voilà, là, il y a des cas de quarantaine qui ont été détectés au sein des équipes techniques, alors tous ceux qui s'occupent de, en gros, l'organisation, etc. Donc, franchement, c'est un espèce de calvaire pour retrouver le vrai du faux, qui c'est qui est positif, pas positif, etc. Voilà, mais bon, c'est comme ça, c'est ainsi, on fait avec les événements. Et faut savoir aussi après les événements, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, après, tout le monde va revenir en Europe ou alors partir en Amérique latine, en Amérique du Sud. Pour les purs terriens, bon, ben voilà, ça veut dire quoi? Ça implique quoi quand les mecs vont partir de l'Australie, quand ils vont arriver là-bas sur place, ils vont être testés. Donc bon, après voilà, c'est pas forcément des sportifs de haut niveau hein, qui sont les plus impactants en termes de virus, parce qu'ils sont athlètes, parce que voilà, normalement ça devrait pas leur faire trop de mal pour leur santé, mais le fait qu'ils voyagent, ben forcément font que ça peut transmettre le virus, et donc ils sont une cible. Donc ils ont eu des difficultés, des grosses difficultés certains pour s'entraîner. On a vu beaucoup de vidéos circuler, des vidéos un peu malheureuses qu'on n'aimerait pas forcément voir sur des joueurs ou des joueuses qui s'entraînaient dans leur chambre, faire des ateliers physiques, ou alors, on va dire, un peu péter les plombs comme Pablo Cuevas qui vraiment faisait un peu le rigolo sur les réseaux sociaux. Une préparation qui est donc tronquée pour une majorité de joueurs. Alors ceux qui ont pu faire l'ATP Cup, tant mieux. Ceux qui ont pu faire les deux tournois à Melbourne, tant mieux. Voilà, mais ça veut pas dire que certains, ceux qui ont fait le premier tour, bon voilà, en gros ils ont quoi? Ils ont une heure et demie dans les jambes. Et ils se pointent à l'Open d'Australie sur un premier tour. Les qualifications ont eu lieu il y a déjà quasiment un mois, 3 semaines, un mois. Donc en plus, ça va être dans des conditions bizarres. Donc voilà, tout ça fait que il y a quand même, ça ouvre quand même pas mal d'opportunités à des surprises, à avoir des darlings, notamment par le manque de rythme.
le manque de repères. Alors c'est souvent le cas à l'Open d'Australie où il y a beaucoup de mecs qui n'ont pas forcément de repères sur le cours ou alors qui sont en manque de rythme. Mais alors là, là c'est c'est encore pire, ça a accentué le truc. On a vu certains qui avaient des petits bobos. Le fait de ne pas s'entraîner, bah, du coup, fait créer que bah, quand tu reprends une raquette et que tu dois l'utiliser pendant 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, bah ouais, forcément, tu peux avoir des petites ampoules, des petits trucs que tu n'as pas si bah, quand tu tiens ta raquette tous les jours. Donc forcément, voilà, c'est un petit peu dommage pour ces joueurs-là. Et puis c'est surtout qu'il faut faire le tri, donc c'est pas toujours simple. Là, je vous mets la page donc, de moneytime.fr ou si vous le souhaitez, vous pouvez évidemment avoir mes 7 conseils en inscrivant votre boîte mail, votre adresse mail ici pour constituer une stratégie d'investissement viable sur le long terme. Si jamais vous voulez avoir une session de coaching privé, vous cliquez sur ce lien et derrière ça va vous enclencher donc sur le mercato et vous irez ici, je planifie ma session. Voilà, pour ceux qui sont intéressés pour avoir justement tous mes PLT et même tous les paris d'ailleurs sur cette Open d'Australie, ben, n'hésitez pas, vous avez 2 offres qui s'offrent à vous, 2 offres complètes sur une saison. Je vous laisse regarder ça un petit peu attentivement. Et puis je vous invite à aller de toute façon sur le site en description. On va attaquer dans le vif du sujet avec donc l'analyse des tableaux de l'Open d'Australie. Donc on a eu 2 visuels de la part de l'Open d'Australie. Donc là, on a le premier quart de tableau, celui de Novak Djokovic, et puis on va entamer le deuxième avec notamment Dominic Thiem. On va commencer tout de suite. Alors, pour tous ceux qui se posent la question, non, je ne vais pas faire l'analyse des matchs ici du premier tour. Ça sera dans une seconde vidéo, dans une vidéo menu du jour. Pour ceux qui connaissent déjà le menu du jour, c'est l'analyse de la carte. On va dire, dès qu'il y a un tournoi qui sort, dès qu'il y a des matchs, voilà, j'analyse les matchs. Là, en ce moment, on a eu. J'ai pas tourné de menu du jour. Pourquoi? Parce qu'on a eu beaucoup de matchs qui se sont enchaînés. Il y en a, ils ont arrêté par exemple à 4 heures du matin. Ils ont repris un match à 6 heures ou à 5 heures. Donc ça faisait des moments des laps de temps trop courts pour que je puisse faire une vidéo complète, on va dire intéressante et constructive. Sinon, il aurait fallu que je fasse des séquences de vidéos avec des toutes petites vidéos de 2 minutes pour expliquer, analyser 2-3 matchs. Donc, je trouvais pas ça vraiment cohérent. Et j'avais l'habitude de faire l'analyse de compétition avec les matchs du premier tour derrière, mais ça faisait des vidéos trop longues. Donc du coup, je vais séquencer ça avec une vidéo sur l'analyse de compétition et une vidéo sur donc les matchs du premier tour de l'Open d'Australie. Donc tous ceux qui voudront les matchs du premier tour, ben, n'hésitez pas à basculer sur la vidéo qui tombera sur la série menu du jour. On va entamer donc l'analyse des clabos globaux. Novak Djokovic qui du coup affronte Jérémy Chardy au premier tour. Il a un tableau qui est pas forcément le plus facile à avoir. Qui est pas forcément le tableau le plus facile à avoir. Pourquoi? Parce que il a quand même du Zverev potentiellement direct dès les huitièmes. C'est pas simple. Il va avoir, tac 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 tac, au deuxième, troisième tour, il va avoir qui? Il peut avoir du Opelka, du Fritz. Bon, ça va, c'est des joueurs il connaît, c'est des grands serveurs qui vont essayer de l'emmener dans une filière relativement courte. Donc il connaît comment battre ces joueurs-là. Il pourrait avoir du Raonic en huitième. Il pourrait avoir du Stan Wawrinka, mais Stan Wawrinka a pas de rythme, il est un peu, voilà, je pense qu'il est un peu blessé et hors forme, donc j'y crois pas trop. Mais Raonic ça va être déjà un joli premier test, et puis derrière, voilà, il peut arriver et tomber sur du Dominic Thiem en demi-finale. Il peut avoir, Shapovalov, Sinner, ça va s'entretuer un petit peu. Il y a quand même du parcours à faire. Il y aura du Félix Auger-Aliassime à battre. Du Diego Schwartzmann qui, même sur dur, c'est pas forcément évident. Il gratte toujours la balle. Donc il faut se donner face à Schwartzmann. Euh, voilà, c'est pas une partie de tableau forcément très très simple. Il y a du Dimitrov qui est là, du Carreno Busta aussi, Kyrgios qui est là. Bon, quelles sont les motivations de Kyrgios? On sait qu'il est un peu blessé au genou.
À voir dans quelle disposition il arrivera, mais s'il a mal au genou maintenant, j'imagine qu'il aura mal au genou encore dans une semaine avec l'accumulation de la fatigue, des matchs, etc. Donc intéressant. Malgré tout, pour moi, je le vois légitimement. Je vous ferai la liste hein, de mes pics potentiels, en tout cas des potentiels vainqueurs que je vois aller au bout. Je vous donnerai un petit peu ma liste de priorités. Euh, pour moi, je pense que Djokovic ne devrait pas être inquiété jusqu'en demi-finale. En quart de finale, il pourrait avoir Zverev, qui va être un adversaire forcément coriace. Voilà, mine de rien, il peut avoir à partir du huitième, il peut enchaîner avec donc Raonic, Zverev, Thiem. Ah, ça fait quand même pas mal de matchs où je pense que ça va être quand même assez accroché. C'est des joueurs qui peuvent l'embêter, aller gagner un tie-break, faire durer la longueur du match. C'est typiquement ce que Djokovic ne veut pas forcément. Lui, il va essayer d'écourter un maximum ses matchs, notamment sur les trois premiers tours. Mais si tu tombes sur un Opelka ou un Fritz, ben, c'est pas dit que tu peux terminer en 3-7, mais tu peux terminer en 3-7 avec que des tie-breaks. Donc tout de suite, ben, c'est pas forcément le plus simple à manœuvrer. Plus tu passes du temps sur le court et moins tu auras d'énergie forcément pour les échéances à venir. Donc voilà, ça va être intéressant quand même à voir. Team, franchement, a une partie de tableau qui, hormis Kyrgios, si Kyrgios sort du lot, mais encore faudra-t-il battre probablement Hugo Humbert, et ça, c'est pas fait. Mais il a quand même une partie de tableau qui est quand même relativement à son avantage. Il sera attendu. Il a été maintenant, voilà, il est vainqueur de Grand Chelem, donc il sera forcément attendu. L'Autriche n'a pas fait grand-chose à la TP Cup, donc ça aussi. Djokovic et Thiem sont deux, on va dire, gagnants au niveau de la récupération de la TP Cup parce que bah, c'est la Russie, l'Espagne, l'Italie et je sais plus. Russie, Espagne, Italie et Allemagne qui sont en demi-finale de la TP Cup. Donc Zverev, dans quel état physique va arriver? Medvedev, c'est pareil. Rafa, c'est pareil. Donc on en parlera de ces joueurs-là, mais voilà, c'est aussi une notion qu'il faudra prendre en compte. C'est comment est-ce que ces joueurs-là qui vont faire la TP Cup et qui derrière vont enchaîner sur l'Open d'Australie, comment ils vont se sentir? Physiquement parlant, faut savoir, voilà, les mecs, il y en a certains, ils ont eu des quarantaines de 2 semaines, 3 semaines, sans pouvoir s'entraîner décemment, sans avoir une vraie préparation physique, une vraie préparation technique. Comment s'adapter et ensuite bourriner comme ça, forcément, ça peut engendrer des blessures ou des micro-blessures, des mini-blessures, mais qui peuvent faire en sorte que derrière ça aille mal sur un match. Donc on peut avoir des surprises, oui. Malgré tout, sur ce que j'ai pu voir de Joko et sur le niveau intrinsèque, moi, je le vois aller en demi-finale contre Dominic Thiem. Et après, en demi, bah, ça va dépendre du parcours, quoi. Si Thiem a fait du 4-5-7 à chaque fois, resté longtemps sur le court, ça va quand même être compliqué pour lui d'aller battre Djoko en demi. Il faut savoir quand même que voilà, tous les outsiders que je vais vous mentionner là, quelle que soit la partie, ils vont devoir tomber, ils vont devoir faire s'ils veulent gagner le Grand Chelem, de l'Open d'Australie, il va quand même falloir qu'il batte et Djoko en demi, probablement, et Rafa peut-être s'il arrive en finale, ou alors du Medvedev, etc. Mais aujourd'hui, hormis Federer, personne n'a battu dans le même tournoi du Grand Chelem et Rafa et Djokovic pour aller gagner le titre derrière. Donc si c'est pas encore fait, c'est qu'il y a bien une raison. Et je vois pas forcément. Alors, Djoko, je le vois là en demi. Rafa, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué. Mais il se peut, dans un scénario où Rafa, on l'a déjà connu, hein, Rafa, dire oui, l'Open d'Australie, je suis pas bien, physiquement, je suis pas prêt. Et puis finalement, en fait, il est prêt. Donc voilà, on sait que sur l'Australie, c'est pas son fort, c'est pas le continent où il réussit le mieux. Donc voilà. Mais globalement, je vous ai dit un petit peu qui c'est que je voyais sortir du lot. Faire attention un peu, ben voilà, à des Kyrgios. Alors bon, il a mal au genou, donc on va voir dans quelle disposition il est. Mais Hugo Humbert pourrait tirer son épingle du jeu. Déjà, s'il arriverait en troisième tour face à Team, bah, ça serait déjà super bien pour lui. Dimitrov n'a pas montré une grande sécurité encore sur les tournois à Melbourne qu'il a pu faire.
Carreno Busta, bon, c'est toujours un peu embêtant à jouer. Maintenant, je pense qu'un joueur comme Tim peut le battre s'il se fait un peu violence. C'est quand même un jeu un peu stéréotypé. Tu sais comment il joue, quoi, le Pablo. Mais derrière, voilà, à part du Shapovalov ou Sinner qui peut l'embêter, mais il va falloir quand même se taper du monde, quoi. Il va falloir se taper du Chouvelix Géléssim, Schwartzmann. Bon, bah voilà, c'est des joueurs qui sont pas faciles à enlever. Allez, si on a du Shapovalov ou du Sinner contre Team en quart, du coup, oui, ça sera en quart. Bon, bah, ça peut être embêtant. Voilà, ça peut être embêtant. Ça peut enquiquiner Domi, mais pour moi, ça sera la demi-finale qu'on devrait avoir normalement si tout se passe bien. On passe sur le troisième et le quatrième quart de tableau, donc la partie avec Roublev, Medvedev, Goffin, Tsitsipas, Fognini, Berrettini, de Minaur, Rafael Nadal. On va parler du troisième quart. Bon, Roublev, le quart de Roublev et de Medvedev, les deux Russes qui sont actuellement à la TP Cup, voilà, physiquement dans quel, voilà, est-ce que ça va leur servir pour avoir de rythme? Est-ce que ça va être un inconvénient parce que au bout de, quand il va falloir enchaîner la deuxième semaine, peut-être qu'il va falloir trouver des ressources qu'ils n'auront pas et que des joueurs comme Djoko, Rafa ou Tim auront eux. Donc forcément, il faut faire attention. Daniil Medvedev a un premier tour qui est vraiment pas simple avec Pospisil. Alors, il n'a pas de rythme, certes, mais c'est un très bon joueur sur cette surface qui va l'embêter, qui va l'emmener au filet, qui va le faire sortir un petit peu de sa zone de confort. C'est quand même un obstacle qui normalement devrait être réglé pour Medvedev, mais attention, 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 ça peut être un match qui peut être embarqué en 4-7. Voilà, tu peux passer une heure de plus que les autres sur le court et à la fin, bah, ça se compte. Voilà, il jouera probablement, allez, Krajinovic, je pense, au troisième tour. Bon, normalement, ça devrait se battre. Après, derrière, il y aura du Koric. Goffin, j'y crois pas, parce que Goffin, c'est un diesel en début de saison, c'est toujours un peu compliqué. Mais allez, il aura sûrement du Koric, et derrière, on peut imaginer du Roublev, en fonction de sa forme physique, ou du... allez, Jordan Thompson. C'est assez ouvert quand même. Struff ou Bautista Agut. Sam Querrey, pourquoi pas. Bon, on peut avoir ce genre de joueur-là. C'est un peu la loterie dans le troisième quart. Si Roublev et Medvedev venaient à ne pas s'imposer, on peut avoir énormément de surprises dans ce troisième quart de tableau. Enfin, en tout cas, des joueurs qui seraient bons, mais qu'on n'attendait peut-être pas forcément à ce niveau-là. Je laisse aussi une petite pièce aussi au cas où sur Bautista Agut qui est un joueur régulier et qui voilà, fréquemment va en huitième, quart de finale de Grand Chelem. Donc voilà, pourquoi pas. Il a quand même un parcours quand même à sa convenance. Il pourrait arriver en huitième face à Roublev. Face à Roublev, il n'a pas forcément un bon historique, mais pourquoi pas. Si Roublev arrive à ne plus être aussi puissant dans ses frappes de balle et avec autant de cadence, etc., voilà, pourquoi pas. La petite surprise sur Bautista Agut. Mais je vois quand même, allez, Medvedev sortir de cette partie de tableau-là. Ça me paraît être le plus armé pour aller au bout. Sachant que, voilà, après, si Roublev arrive en canne absolue, bah attention. Attention, mais je le vois pas aller gagner le titre, Roublev. Pourquoi? Parce que si jamais Rafa va en demi, on sait que Roublev, voilà, son idole c'est Rafa, et on sait que contre lui, il va forcément se crisper et que ça va vraiment pas être simple pour lui. Donc c'est pour ça que je le vois pas forcément Roublev aller au bout. Tsitsipas sera dans la partie de tableau de Rafa. Déjà, ça va être un bel adversaire. Pas simple, en quart de finale potentiellement. Ou alors après, il jouera peut-être du Kachanov, qui montre de belles dispositions là sur le tournoi à Melbourne. Urkach, pourquoi pas. Il y aura le jeune Alcaraz aussi dans la boucle. Berrettini a son mot à dire, il jouera Kevin Anderson. Pas un premier tour facile, que ça soit à parier ou que ça soit à visualiser. Anderson peut très bien gagner contre Berrettini à l'expérience, surtout dans un format en grand chelem comme ça. Anderson, on sait il aime la bagarre. C'est un joueur qui s'accroche vraiment et qui est capable d'emmener Berrettini en 5-7. Bon, bah si t'es Berrettini et que tu prends Anderson en 5-7, derrière ça va être quand même compliqué
pour aller au bout et créer l'exploit. Fonini, bon, est en méforme, mais ça on s'y attendait. Il revient de deux opérations aux chevilles, donc c'est pas facile. Paddy qui passe son premier tour face à Pierre Hugerbert d'ailleurs. Alexandre de Minaur, bon, malheureux, hein, Alexandre de Minaur, il tombe contre Rafa à la TP Cup, il tombe contre. C'est souvent hein, qu'il croise la route de Rafa, et voilà, il est dans ce range-là où malheureusement il tape à chaque fois sur lui, donc pas simple. Il a un jeu qui est vraiment. Rafa peut vraiment s'appuyer sur les balles de Minaur, c'est vraiment pas simple pour lui d'aller perfer Rafa. Mais Rafa, sérieux, qui est physiquement bien, peut aller en demi. Peut aller en demi face à un Medvedev, pour moi, voilà. Alors ok, c'est pas glamour, c'est pas bling bling, ça fait pas voilà, mais pour moi, malgré tout le contexte, je pense quand même que Rafa peut aller en demi. Maintenant, si c'est pas lui, bah, Tsitsipas a clairement un joli coup à jouer pour moi dans ce quart de tableau. Mais voilà, pareil, hein, si Rafa saute, eh ben on peut avoir une sacrée surprise derrière qui se décante avec du Dominor, avec du Tsitsipas, même si je suis pas certain que ça soit des grandes surprises, mais les voir à des demi de Grand Chelem, ça serait une vraie surprise. Donc, euh, donc pourquoi pas. Je mettrais quand même, allez, avantage Medvedev, Rafa sur la demi-finale. Je vous ai pris des petites notes sur les vainqueurs, sur les cotes des vainqueurs de la compète. Donc Djoko à 2,35 sur Bwin, Medvedev à 5,75 sur The Bet Team et Rafa à 7 sur Pinacle. Tsitsipas à 16 sur Pinacle également. Zverev à 19 sur Bwin et Rublev à 25 sur Winamax. Mais comme je l'ai dit, Rublev à 25, j'y crois pas trop. On n'a pas trop parlé encore. Zverev, il est où? Il est où? Je crois qu'il est dans cette partie-là. Zverev, oui, il est là. Il est dans la partie de tableau à Djoko, donc forcément, bah, pas simple. Il va devoir l'affronter en quart de finale. Bon, je pense que moi personnellement, je pense que Djoko ne peut pas être inquiété sur cette surface à cette période de l'année, avec la préparation qu'il a pu avoir face à ce joueur-là. Ça va être un match compliqué, probablement, parce que Zverev va s'accrocher, parce que Zverev peut capitaliser sur une première balle qui est exceptionnelle. Si jamais la première balle passe, si elle passe pas, derrière c'est sur la seconde, et sur la seconde, attention, il y a danger. C'est ça qui me bloque aussi sur Zverev, c'est que sur seconde balle, bah, tout de suite c'est très compliqué. Donc voilà, le voir gagner le tournoi, ça veut dire qu'il faudrait qu'il batte Djoko, Tim et potentiellement Rafa derrière. Waouh, ça serait ou du Medvedev. Enfin, moi j'y crois pas trop à ce parcours-là. Donc je vous ai mis Zverev, Rublev là en outsider, mais c'est difficile de les voir. Moi, si je devais en retirer 5 ça serait ceux-là. Et encore, Tsitsipas, j'ai un léger doute parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il devait passer, ça veut dire qu'il gagne et Rafa et Djoko. Waouh, ça serait incroyable, j'y crois pas trop. Je pense qu'en fait, que si tu peux battre l'un, tu peux peut-être pas forcément battre l'autre dans la foulée derrière parce que ça te demande une exigence et une adaptabilité dans le jeu qui, voilà, les deux ont un jeu complètement différent. Donc il faut franchement se réactualiser dans le jeu et c'est pas simple quoi. Donc voilà, pour moi, je prioriserais sur ces quatre-là. On a plutôt des belles cotes. Je les ai mis dans cet ordre-là parce que pour moi, c'est l'ordre de préférence. Je vois ces quatre-là aller en demi et derrière, je vois une finale Djoko Medvedev. Et après, Djoko Medvedev, c'est un peu l'ombre de. Medvedev est l'ombre de Djokovic, mais je sais que Djokovic a peur de Medvedev. Il peut en avoir peur en tout cas. Euh, Ce qui m'inquiète un peu, c'est que Medvedev, généralement en tout début de saison, c'est généralement une inconnue, mais là, ça l'est encore plus. Il est plutôt performant en fin de saison et pas forcément au début de la saison. Donc je me dis que quand même avantage Djokovic sur cet Open d'Australie. Si on devait avoir une match-up similaire mais en milieu de saison ou en fin de saison, j'aurais peut-être opté sur Medvedev parce qu'avec l'accumulation des matchs, l'enchaînement des compétitions, Djokovic va peut-être un petit peu peiner en fin de saison. En tout cas, moi c'est un petit peu le pronostic que je fais. Mais voilà, si je devais me positionner, j'irais là-dessus. Les amis, si vous voulez avoir l'analyse détaillée de tous les matchs de ces premiers tours,
Vous allez sur la vidéo menu du jour qui va tomber aussi ce soir. Vous inquiétez pas, je vous gratine tout ça. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Bon bet à tous. Si vous voulez parier et si vous voulez bénéficier de mes paris sportifs, moneytimes.fr, le lien est en description de la vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Ciao, ciao!